Bonjour, alors je reprends cette vidéo sur la thématique du changement parce que j'avais été interrompue. Il y aura donc finalement plusieurs vidéos. Je vous invite à regarder la première qui concernait le changement en psychologie, en psychothérapie. Et à présent, j'aimerais aborder la spirale dynamique des niveaux d'existence. Je me suis appuyée sur le livre de Fabien et Patricia Chabreuil. Et c'est un outil conceptuel qui a été créé par Graves aux États-Unis, je crois. Et c'est un des livres les plus importants que j'ai lus ces dernières années pour me permettre d'accueillir et de vivre la situation qu'on vivait avec le Covid en société. Donc, comme la dernière fois, je m'appuie sur les notes que j'ai prises sur ce fichier et je vous partage ce que j'ai compris et ce qui me semble important. Donc la spirale dynamique des niveaux d'existence, elle va concerner en fait et s'intéresser à l'évolution des sociétés et des humains, de l'individu, et de montrer comment cette évolution, elle se passe de la même manière à l'intérieur d'une communauté ou à l'intérieur d'une personne. Donc il y a différents niveaux qui sont modélisés par des couleurs. Et je vous expliquerai un peu chacune des étapes et ensuite comment le changement s'opère entre chaque étape. Donc ces niveaux d'existence, qu'il faut déjà comprendre, c'est qu'ils s'organisent selon une holarchie et non pas une hiérarchie. Il n'y a pas un niveau supérieur et un niveau inférieur. Chaque étape dans laquelle on rentre transcende et inclut les précédentes. On passe une étape après l'autre, il n'est pas possible d'en sauter une. On conserve toujours les précédentes. Donc il y a des phases critiques de passage et il y a des phases de régression. Et dans nos vies, en fait, on peut être à plusieurs étapes à la fois. Tout dépend des domaines en fait, de notre vie privée, professionnelle, intellectuelle, etc. Tous les niveaux finalement coexistent dans une société. Le changement peut s'opérer quand il y a des conditions de vie qui le rendent nécessaire. Et aussi quand les capacités cérébrales sont atteintes. Mais en fait, il y a d'autres conditions qu'on verra tout à l'heure. Il faut comprendre que ce n'est pas un progrès de l'intelligence, en fait. C'est à la limite une capacité à gérer de plus en plus de complexité dans la réalité. On y revient toujours, mais aucun niveau n'est bon ni mauvais. Ils peuvent être potentiellement l'un et l'autre. C'est comme toujours. Ça dépend qu'est-ce qu'on en fait et comment on s'y prend. Aucun n'est supérieur ou inférieur à l'autre. Le bon niveau d'existence, c'est celui qui est adapté à la situation dans laquelle on se trouve, aux conditions de vie du système ou de la personne. Donc, on va passer aux étapes. Donc, le premier niveau, c'est celui de la subsistance. Subsister seul et subsister en groupe. On voit que dans cette spirale, on alterne entre des moments où on est centré sur soi, sur l'individu, et des moments où on s'intègre au groupe. Le premier niveau qui est beige, c'est subsister seul. Et là, on va répondre à des besoins fondamentaux, physiologiques, et être complètement centré sur soi dans une idée de survie. Donc, ça correspond à des sociétés très primitives ou des sociétés éventuellement post-apocalyptiques où c'est moi d'abord et chacun pour soi. Il y a certaines situations de vie très précaires qui sont encore concernées par ce niveau. Ensuite, on passe au niveau violet qui est subsister en groupe. Et là, on sacrifie le soi aux coutumes des ancêtres et aux désirs des anciens, parce que ça nous apporte la sécurité. Le monde est hostile et on a besoin de cette sécurité qui est créée aussi par tout cet univers magique et tribal. Les deux niveaux suivants, rouge et bleu, l'idée, ça va être d'acquérir une identité.
d'abord personnel en rouge et ensuite social. Finalement, dans ce groupe en violet, on se rend compte que moi, j'ai des désirs qui sont différents des autres membres du groupe. Et là, il se crée un égocentrisme, un individualisme. Moi, je veux satisfaire mes pulsions immédiatement. Et il n'y a que la force et le courage qui comptent, un certain degré d'agressivité. Il faut faire face à l'agressivité du monde et c'est par elle qu'on répond. Il y a une forme de crainte de la honte et d'un besoin d'être respecté et de se battre pour ça. Il y a des aspects qui peuvent être positifs dans le rouge et c'est parfois des personnes qui vont être héroïques parce qu'elles vont se sentir dans ce rôle-là. Ensuite, on passe en bleu, donc acquérir une identité sociale. On va sacrifier le soi pour une récompense plus tard. Le monde, en fait, ici, est contrôlé par une vérité ultime qui punit et qui récompense. Et l'idée, c'est d'accepter sa place, de suivre les règles et d'inciter les autres à faire de même. Il y a une sorte de dimension de culpabilité de ne pas respecter ces règles et de ne pas s'affilier en fait à cette vérité. Pour moi, le monde actuellement, il est situé entre bleu, orange et un peu vert, en grande majorité. Le niveau orange et le niveau vert, ça va être obtenir la satisfaction. La satisfaction d'abord matérielle, puis la satisfaction émotionnelle, relationnelle en vert. Donc en orange, on va vouloir obtenir la satisfaction matérielle. On en a marre en fait de courir après une récompense future dont on n'est pas sûr qu'elle viendra. Donc on va essayer de se satisfaire matériellement pour acquérir le bonheur et on est dans un toujours plus de richesse. C'est un niveau où les individus vont s'appuyer sur le scientisme et le droit de l'individu. On exprime le soi de manière calculée pour ne pas déclencher l'agressivité. Et en fait, on considère que le monde est plein de ressources et d'occasions de se créer une vie prospère. On s'intéresse à la nouveauté, à la réussite. On a besoin d'une validation scientifique. Le thème principal, en fait, c'est le progrès, la compétition. Mais une compétition où, au bout d'un moment, on va être gagnant-gagnant entre les personnes influençantes qui sont dans cette dynamique compétitive, concurrentielle. On a du pouvoir, on a de l'influence. Et notre but, c'est de se faire notre propre opinion. Donc, on se démarque complètement du niveau précédent. Lorsqu'on passe au vert, on est dans une satisfaction de soi, mais au sein du groupe et par la relation. On sacrifie le soi maintenant, mais pour obtenir une harmonie maintenant, pour soi et pour les autres. Donc, la communauté ici, elle existe, mais elle est pensée différemment du bleu et du violet. Il n'y a pas une réciprocité commune comme en violet, où les individus sont interchangeables un peu, et il n'y a pas une croyance commune comme dans le bleu. C'est plutôt l'idée d'un lien personnel amical entre tous les membres. Et d'ailleurs, on peut faire partie de plusieurs communautés et avoir une attitude différente dans chaque communauté pour correspondre en fait à l'ambiance de chacune. La valeur importante ici, c'est l'égalité complète. Se libérer des dogmes et de l'exploitation. L'idée que la terre est commune et que les ressources appartiennent à tous et doivent être partagées. Donc c'est un niveau où on peut pas mal souffrir de culpabilité parce que certains dans le monde ont moins que nous ou parce que collectivement on a fait du mal à la planète. Donc on a transgressé les valeurs du vert. Je ne sais pas si c'est un hasard qu'il soit vert, mais en tout cas ça peut correspondre à une certaine posture écologique qu'on trouve aujourd'hui.
Donc, ce qui est intéressant dans ce livre, et moi je vous encourage vraiment à creuser avec des vidéos ou avec des documents et ce livre, c'est qu'ils expliquent à chaque fois, pour chaque niveau, à quoi ça correspond dans la vie d'une personne, dans une société, comment ça peut s'illustrer dans les entreprises, et puis comment on peut vivre avec une personne en rouge, en bleu, en orange, en vert, etc. Pour venir sur la vie d'un individu, parce que j'en ai pas parlé, les bas niveaux, bah, c'est la naissance, la dépendance, après on s'affilie à la vérité de la famille, et ensuite à l'adolescence, on veut se démarquer, donc on est plus dans un orange individualiste, et jeune adulte plutôt dans un idéalisme communautaire. Voilà. Et donc, ils expliquent comment on peut vivre avec des verts. Il faut lui parler individuellement, l'écouter et écouter ses émotions, écouter ce qu'il a à nous dire. Mais ensuite, il faut s'adresser au collectif parce que il va considérer qu'il attend un changement qui vienne du groupe. Et donc, on ne passe pas par son intermédiaire pour demander un changement. C'est des êtres qui veulent être managés, mais aussi être dans une dynamique coopérative et d'échange mutuel. Tout comportement qui va correspondre à de l'orange, qui sera de l'agressivité ou de la prise de pouvoir, de l'autorité, va briser complètement la relation. Dans les niveaux suivants, on est dans reconstruire. Reconstruire l'homme en jaune et reconstruire le monde en turquoise. Alors, en fait, on arrive en jaune, on est dépité que les étapes précédentes, même si elles sont utiles, aient un impact négatif sur soi et sur le monde. Et c'est ce qui va entraîner cette dynamique d'évolution. Alors, les auteurs soulignent qu'il y a très peu de personnes ou d'entreprises ou de communautés qui sont à ces niveaux-là. À l'époque des recherches du fondateur de la spirale dynamique, c'était sans doute le cas. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a de plus en plus de personnes à ces niveaux-là, ou au moins intellectuellement, qui arrivent à avoir la projection dans cette, d'avoir la vision en fait de ces niveaux-là. Donc, reconstruire l'homme. Ici, on va vouloir développer en soi des compétences, une autonomie, une responsabilité, persuadé que c'est une solution pour le monde. Donc on considère que le vert, c'était une utopie en fait, parce que il estime que ce serait bien que tout le monde ait les mêmes valeurs. Et sa non-agressivité le rend fragile. Aussi, comme il faut écouter les points de vue de tout le monde, bah, ça devient impossible. Donc en jaune, on veut rester en lien et on veut obtenir ce qu'on souhaite, mais que cela n'impacte pas les autres. On exprime le soi, mais jamais aux dépens des autres, pour que toute vie reste naturelle et fonctionnelle. C'est un niveau où on aime le savoir, on aime apprendre, on aime partager ses connaissances, mais on connaît les limites de son savoir, on sait que c'est pas universalisable. Et la survie dépend de toute vie, donc commence à y avoir une pensée vraiment globale. C'est des êtres qui se désintéressent de leur image, donc qui ne sont pas forcément très visibles. À ce niveau-là, on peut utiliser simultanément ou successivement tous les autres niveaux précédents. Et on sait apprécier la valeur de chacune sans s'attacher à un des fonctionnements. On considère que le monde est un système complexe dont il est important d'assurer la viabilité. Donc cette idée de complexité est naissante à ce niveau-là. Ensuite, on passe au niveau turquoise où il s'agit de reconstruire le monde. Et là, c'est très très rare parce que ici, on sacrifie le soi et les autres pour le bien de toute vie présente et à venir. On élargit vraiment la perception
dans une vision holistique qui englobe toute vie, dans une idée d'interdépendance de tous les êtres. On connaît toujours les limites de son savoir et on sait que la connaissance nous échappera toujours, qu'elle est infinie, qu'elle est complexe, qu'elle est insaisissable. Elle empêche de penser l'individuel, on est obligé de penser collectivement et plus que collectivement, avoir une réponse complexe, avoir une réponse avec en tenant compte de toute cette interdépendance. La tribu, c'est le monde dans toutes ses composantes. Et être une personne responsable et connectée à l'ensemble de ce monde. Il y a une dimension spirituelle assez forte. Et dans ce niveau-là, on est à l'aise avec le hasard, avec le chaos, avec l'incertitude, avec le paradoxe qui mettent en difficulté tant de personnes aujourd'hui. Donc, à nouveau, on accepte tous les niveaux, on agit simultanément sur plusieurs d'entre eux. Voilà, sur cette vignette-là, on voit mieux les grandes thématiques de chaque passage. Et là, c'est un peu plus développé. Donc, comment ça se passe le changement? Il faut déjà avoir l'opportunité du changement et un préalable qui est de lâcher prise au niveau où on est, d'avoir une vraie ouverture. Parce qu'en fait, il y a plusieurs manières d'être dans un niveau. Il y a la façon arrêtée, la façon coincée et la façon ouverte. La manière arrêtée, c'est que on tient compte des niveaux précédents, on ne les renie pas, mais on a la sensation que le système auquel on est arrivé est le dernier. On n'arrive pas à envisager qu'il y ait une suite. La manière coincée, c'est qu'on ne considère aucune valeur autre que celle dans laquelle on est, donc ni les précédentes ni les suivantes. Et la manière ouverte, c'est qu'on envisage qu'il y ait autre chose. Et ensuite, il y a 6 conditions au changement que je vais vous lire et qui sont obligatoires. Il ne peut pas en manquer une, selon les auteurs. Pour réaliser un changement vertical, donc pour aller dans un autre niveau d'existence, 6 conditions doivent être remplies. La structure qui change doit disposer des capacités cérébrales correspondantes. Avoir réglé les problèmes importants de son existence actuelle. Sentir la nécessité du changement. Avoir un insight de l'objectif à atteindre, c'est-à-dire avoir une vision, pouvoir imaginer quelque chose d'autre. Et savoir un peu vers où on veut aller. Être consciente des obstacles qui s'opposent et être encouragée et assistée lors de la stabilisation dans le nouveau vie même. Vie même, c'est le niveau d'existence. Donc il faut être encouragé et assisté. Et ensuite, il y a 5 états dans le changement. Donc on voit que j'ai pas modélisé là. On voit, comme on le disait dans la première vidéo, que là, le changement, il est forcément systémique. C'est pas des éléments à l'intérieur du changement à l'intérieur du système qui vont changer, c'est tout qui doit changer de manière globale et cohérente. Ils expliquent que les premiers niveaux, ils pensent avoir des solutions aux problèmes du monde, et même avec altruisme, en fait, ils cherchent à changer les autres et à les amener dans leur propre système de valeurs, ce qui est contre-productif. Il faut toujours respecter les étapes et respecter les rythmes. On ne peut pas sauter une étape ni accélérer l'évolution. Donc les personnes, quand elles sont quelque part, elles doivent vivre ce cycle qui est illustré par les 6 conditions obligatoires et ça ne peut pas aller plus vite. Il y a un temps d'intégration de chaque niveau d'existence et un temps de crise. Donc les 5 états, c'est ça. L'état alpha, bêta, gamma, delta et nouvelle alpha.
Donc l'état alpha, c'est au moment où on vit son truc dans son niveau d'existence et c'est relativement stable. Il y a des problèmes, il y a des solutions, etc. qui sont des réponses adaptées au système dans lequel on est. Le niveau bêta, c'est quand on se rend compte que la situation devient instable, il y a des anomalies, des problèmes que le vie même, le système dans lequel on est, ne peut pas résoudre. Il y a une crise. Et là, on essaye de comprendre et d'analyser. Il y a une certaine tonalité émotionnelle au niveau bêta qui est... donc, les individus peuvent être désemparés face à l'avenir, se sentir inquiets, confus. Il y a la surprise aussi qui peut être là. Et alors, on va chercher des solutions dans le même système et faire plus de la même chose, comme j'expliquais dans la vidéo précédente. Et faire plus de la même chose, c'est une manière de réussir à échouer, comme le cite un des auteurs. Donc ça fonctionne pas en fait. Et là, on rentre dans une sensation d'impuissance, de désespoir et la colère grandit aussi. Donc ce niveau critique bêta, on va chuter dans le niveau gamma, puisqu'on n'arrive pas à trouver de solution, on va aller vers le connu et revenir à des niveaux d'existence précédents. Les revisiter et chercher des solutions à ce niveau-là. Ça survient surtout quand, ça survient et parce que on n'a pas une capacité à envisager autre chose pour le moment. Et finalement, ces régressions dans les niveaux précédents, comme on passe dans à nouveau des visions plus collectives ou plus individuelles, eh bien, ça va favoriser l'insight de quelque chose d'autre. Après ce creux gamma, on va avoir un saut delta qui est souvent un éclair de compréhension où la solution est connue et les moyens sont à disposition, les 6 conditions sont rassemblées et on va pouvoir vraiment vivre un changement rapide et radical qui est source d'exaltation, de joie. Dans cette dynamique-là, il y a beaucoup de créativité, de volonté d'apprendre, de volonté de créer. Et ensuite, on arrive dans un état de nouvel alpha, on est dans un nouveau niveau d'existence et ça redevient plus stable. Et au départ, ça peut être à nouveau une posture arrêtée où on a l'impression qu'on a atteint un état idéal et définitif. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le changement n'est pas forcément linéaire et il peut y avoir des allers-retours entre les étapes. Et aussi, le saut delta peut ne jamais avoir lieu et on peut rester dans des états gamma, dans des niveaux de conscience antérieurs à celui qu'on avait expérimenté. Voilà ce que je voulais vous présenter sur la spirale dynamique qui est pour moi très très éclairante. Ensuite, je voulais aborder le changement sur le plan de la pédagogie. Alors c'est un peu limite par rapport à la thématique, mais je trouvais ça très intéressant. Et je me suis appuyée sur le livre « Cessons de démotiver les élèves, 19 clés pour favoriser l'apprentissage » de Daniel Favre, qui est un neurobiologiste. Et donc lui, il nous explique qu'il y a 3 systèmes de motivation, le SM1, le SM2 et le SM1P. L'application première pour lui, c'est la pédagogie, c'est l'enseignement, c'est les adolescents, mais pour moi, ça peut être répercuté vraiment dans la vie de tous les jours, dans nos manières d'évoluer. Donc ces 3 systèmes de motivation. Le SM1, c'est la sécurisation. On est dans le connu, le maîtrisé, et on est dépendant à un référent extérieur. Le souhait, c'est d'apaiser des tensions et de répondre à des besoins physiologiques et psychologiques fondamentaux. Donc c'est le niveau un peu de l'enfant.
on recherche le maintien à une dépendance externe qui peut être un parent, qui peut être un enseignant ou l'école. Voilà, on se conforme à l'attente implicite de l'école et c'est l'autre qu'on essaie de satisfaire pour avoir des bons résultats. On essaie d'obtenir une reconnaissance et ça avec le moins de fatigue et le moins de risque possible. Donc il y a un désir de conformité. Chaque apprentissage réussi nous conforte et donne confiance et nous invite vers le SM2. C'est lorsqu'on est en sécurité qu'on peut prendre le risque de l'apprentissage. Et le SM2, c'est la prise de risque dans l'innovation. On a un désir d'autonomie, de créativité, de transformation. L'intention ici, c'est de se réaliser soi. Il y a une idée de pulsion évolutive, de pulsion d'individuation. Et c'est toutes les réussites intérieures et l'expérience positive qu'on a du changement qui peut tempérer l'anxiété d'une nouvelle épreuve. Et c'est pour ça qu'il explique qu'il ne faut pas mettre des notes ou sanctionner les élèves ou les décourager, les juger à des niveaux de fragilité, de vulnérabilité. Parce que ça peut contraindre cette envie d'apprendre par soi-même et de découvrir les choses à travers notre propre intelligence, de manière autonome. Donc ces deux niveaux, ces deux systèmes, SM1 et SM2, sont opposés et complémentaires. SM2 relaie le précédent au cours de la crise d'adolescence, mais on peut se demander si actuellement la société ne serait pas dans une crise d'adolescence, et auquel cas cette proposition et cette vision pourrait être applicable à notre société. Et quand il y a cette crise qui se produit, on a besoin qu'il y ait des valeurs qui portent cette crise dans la famille, dans l'école. Chaque système comporte des plaisirs et des frustrations et c'est ce qui permet un peu l'alternance. On peut ressentir des plaisirs en SM1 mais aussi des frustrations et des plaisirs en SM2 et des bascules qui se créent. Il explique que la déstabilisation, elle est donc nécessaire à l'apprentissage. Il y a un moment où on va être vulnérable. Et cette déstabilisation, elle a lieu sur le plan cognitif et affectif, et il y a un lien indissociable entre les émotions et la cognition. Et ça, c'est très important à comprendre. On ne peut pas rationaliser, expliquer des choses sans tenir compte de l'émotion de l'autre et sans l'utiliser comme une ressource aussi. Apprendre, c'est changer de système de représentation. Donc, on est toujours dans la même idée que c'est pas juste des petits éléments qui changent. Sur ce schéma-là, en fait, il explique comment SM1 et SM2 peuvent s'alterner. Au début, je ne sais pas et je ne sais pas que je ne sais pas. Je suis dans un SM1, je suis sécurisée, dans du maîtrisé, du connu. Mais ensuite, je rencontre un problème et là, je ne sais pas et je sais que je ne sais pas. Donc, c'est très déstabilisant. Et là, je vais apprendre avec ce qu'on va m'apporter et ce que je vais pouvoir m'apporter. Et à ce moment-là, si on met des notes, c'est très déstabilisant parce qu'on n'est pas prêt. Ensuite, je sais que je sais. Je sais et je sais que je sais. Donc là, c'est dans cette période-là, il y a tout cet élan SM2 d'innovation, de créativité. Et quand on sait qu'on sait, les notes, on peut faire des évaluations, pas forcément des notes, des évaluations sommatives sur ce que la personne sait, et ça l'encourage, et ça la sécurise. Ensuite, on retourne dans un SM1, je suis sécurisée, je sais, et je ne sais même plus que je sais. Sauf quand je rencontre le problème à nouveau. Le SM1P, c'est le SM1 parasité. Là, on est dans une dépendance, mais au niveau d'addiction, à un comportement, une personne, une situation. Ça s'oppose complètement à l'apprentissage et au SM2. Et ça peut venir des amours trop fusionnels avec des parents, un manque d'estime de soi qui n'a pas été assez cultivé. Et je peux imaginer que ça peut venir aussi de sociétés trop paternalistes qui prennent tout en charge.
Et là, les phrases en fait qui illustrent ça, ça peut être je ne peux pas imaginer de me retrouver seule ou je ne supporte pas les personnes qui prennent la parole de manière trop individuelle. Et donc ce SM1P, là, il va entraîner vraiment un blocage qu'il va falloir dénouer pour revenir dans cette dynamique SM1, SM2. Voilà, une des choses que j'ai appris de Daniel Favre et que j'aime beaucoup, c'est le postulat de cohérence. Ça signifie que quand on rencontre une personne et que ça ne matche pas, on est éventuellement en désaccord, la première chose qui est vraie, en fait, c'est que chacun a de bonnes raisons de penser ce qu'il pense, de faire ce qu'il fait, de dire ce qu'il dit et de ressentir ce qu'il ressent. Et ça permet d'aller au contact de l'autre et de le rejoindre dans son vécu, dans sa réalité. Et comme on l'a vu dans toutes les autres situations précédentes, cette forme d'acceptation, elle est préalable au changement éventuel. Voilà, donc il y a tout un tas d'applications pédagogiques, mais ce n'était pas le propos ici. Et je ferai des prochaines vidéos sans doute sur le changement en santé, comment on change, donc finalement comment on se soigne, comment éventuellement on guérit, comment on se transforme, ensuite sur le plan spirituel avec l'appui de la physique. Donc je vous remercie et puis je vous dis à bientôt.